Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, lundi 17 août 2020. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Cette brève pour débuter ce journal, les acteurs de la société civile nigérienne, à savoir Munkaila Halidou du SNASEB, également secrétaire général adjoint de la CNT, Michael Zodi et Moudi Moussa du mouvement tournant la page TLP Niger vont passer leur 153e nuit de détention dans les maisons d'arrêt de Daïkaina, Walam et Kolo dans la région de Tilaberi. Ils ont été tous arrêtés à la suite de la manifestation pacifique du 15 mars 2020 contre le détournement de plusieurs milliards de francs CFA au ministère de la Défense nationale. Depuis leur arrestation, des voix se lèvent ici au Niger et à l'international pour exiger leur libération. Première journée, ce lundi, des épreuves du baccalauréat session 2020 qui ont débuté ce jour sur l'ensemble du territoire national. Près de 72 000 candidats sont à la conquête de ce premier diplôme universitaire. Ici à Niamey, c'est au Mariama que la cérémonie officielle s'est déroulée. Nos reporters Ismaël Moumouni et Ibrahim Abdou ont fait le tour dans quelques jurys de la capitale. Voici ce qu'ils nous rapportent. Munis de convocation, cartes scolaires et matériel didactique, c'est la posture dans laquelle on a trouvé ces candidats au baccalauréat. Ici, au jury 30, composé de 459 candidats, tous de série scientifique. Les épreuves se déroulent normalement, comme en atteste le président du jury. Les épreuves sont bien lancées. Ce matin, avec la contribution de tous les membres du jury, on a fait le tour des salles, distribué les épreuves de français. Ils sont en train de traiter actuellement les épreuves de français. Ici, on a les séries D et C. Pour le bac D et le bac C, on a 367 candidats pour le bac D et 92 candidats pour le bac C. Jusque-là, on ne nous a pas signalé un problème particulier. Nous faisons de temps en temps le tour, il n'y a pas signalé, il n'y a aucun problème. Tous les candidats qui étaient invités sont là. Les correcteurs sont là, ils étaient venus à l'heure, ils ont distribué le sujet de français et on n'a pas de problème particulier. En tant qu'enseignant et en tant que parent, notre souhait connaît les 100% des étudiants, mais bon, on sait que c'est la règle du jeu. Si on dit examen, c'est parce qu'il faudrait forcément qu'il y ait des candidats qui vont échouer, ça c'est clair. Mais notre souhait quand même qu'il y ait un taux très élevé de réussite dans ces centres-là. Le bac étant un diplôme international, la haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées à l'ALCIA s'est impliquée pleinement dans ce concours pour la crédibilité du bac. La ALCIA a décidé de s'impliquer dans l'organisation de cet examen uniquement pour qu'on obtienne des résultats propres, des résultats non contestés. Parce que vous savez que quand les résultats sont entachés de fraude, ils sont indiscrédibilisés. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucune valeur, que ce soit à l'intérieur de notre pays qu'à l'extérieur. Puisque ce qui est important, c'est d'avoir un diplôme qui puisse vous servir dans votre pays et à l'extérieur de votre pays. Mais avec la fraude, ce n'est pas possible. Ça sera l'enseignement de notre pays qui sera indexé. C'est pourquoi donc la ALCIA a décidé d'accompagner le processus. Répartis dans 179 centres, c'est au total 12 000 candidats à subir les épreuves écrites du baccalauréat session 2020 et cela sur l'ensemble du territoire national. Pour rappel, la presse privée a boycotté la cérémonie de lancement officiel du bac tenue au Mariama compte tenu de l'arrogance et de l'irresponsabilité envers les médias privés du président en charge du bac et le président du jury au niveau de Mariama. Oui, Samuel Moumouni, ce matin aussi, les candidats au second groupe du brevet d'études du premier degré, donc du premier cycle justement BPC, donc ont débuté également sur l'ensemble du territoire national. C'est l'exemple ici à Niamey, comme vous allez le voir dans ce reportage signé Hamza Sakou et Chebou Guisso. Après la fuite qui a caractérisé les épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle ayant conduit au report d'une des épreuves,
Celle du second groupe vient d'être lancée sans aucune difficulté, selon le président du jury. Les épreuves écrites du second groupe se passent normalement, il n'y a aucun problème, donc tous les élèves sont présents. Il n'y a aucun problème constaté, tout se passe normalement. Les épreuves du second groupe viennent de démarrer. Et on a commencé par l'épreuve de mathématiques. Et les élèves qui sont autorisés à reprendre la matière sont venus massivement. Pour preuve, les 2 salles prévues sont pleines. Parce que généralement, les maths, les élèves ont des difficultés, ils reprennent pour la plupart l'épreuve. Il n'y a aucune insuffisance, tout s'est déroulé comme ça se doit. Les correcteurs viendront progressivement. Quand leur épreuve passe, on va voir en fonction du nombre de copies s'il faut convoquer un correcteur ou 2 correcteurs. Au sortir des salles d'examen, les candidates se disent confiantes et n'attendent que la proclamation des résultats. Les épreuves de ce matin sont très faciles, pas trop difficiles. Les épreuves de ce matin n'étaient pas vraiment difficiles, pas trop à mon goût. Et vraiment, on remercie Dieu. On croyait vraiment qu'on allait échouer. On remercie Dieu pour le oral et on espère que cette fois-ci on pourra passer. Très abordable. Et on remercie le bon Dieu aussi de nous montrer ce jour. Ces résultats sont attendus dans les prochains jours. Alors il revient aux correcteurs d'être indulgents. Bonne chance aux candidats. Et puis cette brève de la CENI a un prélude à l'organisation des élections générales et locales 2020 et 2021. La Commission électorale nationale indépendante CENI lance un appel à candidature pour le poste des présidents de commissions électorales déconcentrées au niveau des régions, des départements, des communes et des arrondissements communaux. Les candidats intéressés par la présente offre doivent justifier d'un niveau d'études supérieures, maîtrise, master ou tout diplôme équivalent de compétences et d'aptitude à administrer une commission déconcentrée de la CENI. Les candidats doivent déposer au secrétariat général de la CENI au plus tard le 27 août 2020 un dossier comprenant les pièces suivantes: une demande manuscrite, un CV, une copie légalisée du diplôme, un certificat de nationalité, un casier judiciaire datant de moins de 3 mois, un certificat médical de moins de 3 mois également et d'une bonne moralité. Donc le candidat doit jouir d'une bonne moralité, intégrité, impartialité, etc. C'était là donc l'appel à la candidature de la Commission électorale nationale indépendante CENI. La télévision Labari a reçu hier dimanche comme invité du journal l'acteur de la société civile Nuhu Mahamadou Arzika. Le sujet abordé par l'invité du jour, c'est la classification du Niger en zone rouge par la France. Pour Nuhu Mahamadou Arzika, le Niger n'a pas besoin de la France, c'est plutôt la France qui a besoin du Niger. Un extrait de son intervention. Si le Niger est dangereux, vraiment, on n'a invité personne ici. Si le Niger est dangereux, l'ambassadeur français. Ici, le Niger doit interpeller le ministre. Non, l'ambassadeur français, on doit l'appeler. On doit l'appeler pour qu'il donne des explications par rapport à ce qui est arrivé. Ça, c'est le premier acte. C'est un acte diplomatique. On doit pouvoir lui demander de donner des explications à ça. Ensuite, si réellement il considère qu'on est dangereux, alors vraiment, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, on ne dépend plus de la France. Et la France, vraiment, elle nous apporte quoi? Quand vous faites le bilan depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, le Niger, c'est d'ailleurs, même parmi les pays colonisés, c'est le parent pauvre. C'est le Niger seulement, le territoire du Niger, qui n'a pratiquement rien profité de tout ce qu'ils ont pu faire, même des infrastructures qui étaient de leur usage. Nous, on n'a pas pu bénéficier de ces infrastructures-là au Niger. Même dans l'aide budgétaire de la France, c'est de quoi acheter lacrymogène. C'est ça qu'ils donnent aux gens. C'est ça qu'ils font. Si vous regardez, il n'y a aucune université qu'on a dit, voilà, ça c'est le financement de la France qui a permis de construire et cette université, cet hôpital, ou bien ce pont, ou cette route, et il n'y a rien de tout ça. Tout ce qu'ils font, et même la route, regardez la route, là où ils enlèvent les anneaux. La France, c'est elle qui a besoin de nous. Nous devons nous convaincre de cela. La France a besoin de nous, mais nous, on n'a pas besoin de la France.
On peut vivre sans la France, mais la France ne peut pas vivre sans nous. C'est important. Une ampoule sur 3 qui s'allume en France, c'est l'uranium du Niger. C'est important de le savoir. Tout ce qu'ils ont comme métaux et autres, et tapis roulants et autres, et TGV et autres qui utilisent l'énergie électrique, cette énergie électrique est produite à base aussi de l'uranium. Cet uranium-là, il est parti du Niger. Donc, la France a besoin de nous. Et depuis 1968, qu'on a commencé l'exploitation de l'uranium jusqu'à la date d'aujourd'hui, c'est la France qui en bénéficie. Nous n'avons bénéficié de rien du tout. Il n'y a pas longtemps d'ailleurs, on a fait le point que c'est à peine 5% la contribution au budget national de l'uranium, c'est 5%. Ce n'est pas la France qui les a désignés. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, devant une situation gravissime comme ça, que les gens vont continuer à rester de marbre? Et ils font rien. Vous avez bien vu, on fait la danse du ventre. Ils savent qu'il y a à dire. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, on demande un peu à leur tête, bon écoute, il faut faire quelque chose parce que, ben voilà. Mais il faut aller au-delà. Il faut faire en sorte que, comme la Commission l'a demandé, nous-mêmes on le demande, il faut que le gouvernement nigérien demande des explications au gouvernement français. À la suite de l'attaque terroriste de Kouré, soldée par la mort de 8 personnes, dont 2 Nigériens et 6 Français, la France a, comme vous le savez, classé le Niger en zone rouge, un pays donc dangereux dans lequel elle a déconseillé ses ressortissants de ne pas mettre les pieds. Une décision énergiquement rejetée par les Nigériens qui demandent d'ailleurs aux Français de quitter le Niger s'ils estiment que le pays est dangereux. Dossier signé Ismaël Moumouni et Ibrahim Abou. Suite à l'attaque du 9 août dernier à Kouré, qui a occasionné la mort de 6 Français et 2 Nigériens, à leur place d'un message de soutien et de compassion, le QDRC n'a rien trouvé de mieux que de vouloir ternir l'image du Niger en la qualifiant d'État dangereux. Depuis cette qualification, le chef de l'État n'a pas réagi officiellement. Une attitude qui offusque de nombreux Nigériens qui estiment que les autorités nigériennes ne sont pas à la solde du pays, mais plutôt celle de la France. Sinon, comment peut-on rester insensible face à cette grave accusation qui porte atteinte à la nation? Nous sommes donc victimes d'une politique intérieure, donc d'une politique qui n'est pas souveraine par rapport à d'autres pays, notamment à la France, et qui donc accepte quelque part à ce que les présidents des pays étrangers imposent leur diktat donc à notre pays. Parce que ça montre bien que si c'était ailleurs, vous voyez bien qu'il y aurait des présidents qui auraient tapé le poing sur la table, qui auraient réagi. Quand je prends rien qu'au Niger, si c'était le président Tanja, vous voyez bien qu'il allait réagir. Prenez bien actuellement le président Déby ou Ouattara, qui encore... Nous sommes un pays qui effectivement encaisse à tout bout de champ sans pouvoir répondre. Les terroristes ne sont pas uniquement au Niger, ils sont partout dans le monde. Le 13 novembre 2015, la France a subi une attaque au Bataclan qui a occasionné la mort de 137 personnes et 413 blessés. Attaque qui a permis à la chaîne américaine Fox News de qualifier Paris comme ville dangereuse. C'est qu'a tenu à condamner la maire de la ville. J'ai décidé d'attaquer Fox News parce que c'est pas vrai. Ce qu'ils ont dit, c'est juste un mensonge qui porte atteinte à notre ville, à ce que nous sommes, aux Parisiens, et qui porte atteinte à l'honneur de notre ville. On ne peut pas se reconnaître dans une image qui n'est pas du tout celle de Paris. Et donc, il y a un mensonge, et donc je vais demander réparation sur ce mensonge. Je ne veux pas laisser passer des choses pareilles, voilà. Je ne veux pas qu'on abîme l'image de Paris. Je suis maire de Paris, je n'accepte pas qu'on abîme l'image de Paris. Je prends bien sûr les excuses de Fox News, c'est une bonne chose, mais je n'admets pas que l'on puisse aller vers ce type de comportement. C'est un problème non pas de liberté d'expression, mais tout simplement de vérité. Donc il faut que la vérité éclate. Ce qu'ils ont dit est un mensonge. Alors pourquoi ce silence complice des autorités nigériennes, ou sont-elles du même avis que la France et ses médias qui veulent ternir l'image du Niger, un pays connu pour son hospitalité légendaire? Mais qu'à cela ne tienne, les citoyens, au-delà, les responsables, les structures au Niger ont réagi en ces termes. C'est de la mauvaise foi pure et dure
qui a été manifestée cette fois-ci avec cette décision du ministère des Affaires étrangères de la France. Donc, lorsque l'autorité nigérienne va riposter, la première mesure, c'est de demander à l'ambassadeur de France au Niger de quitter pour que les autorités, c'est un signal fort, pour que les autorités françaises comprennent que les Nigériens sont fâchés. Si c'est rouge, ils doivent partir. Sinon, eux-mêmes seront dans la situation de se prendre dans leur propre piège. C'est tout ce qu'il faut comprendre. Donc c'est pour ça que nous disons à ce qui nous concerne, notre peuple doit rester debout. Ce pays, c'est le nôtre. Personne ne va l'aimer plus que nous. Personne ne va le construire plus que nous. Personne ne va venir faire notre bonheur à notre place. La Commission nationale des droits humains se demande selon quels critères, en quelle qualité et à quel titre le gouvernement français s'autorise d'étiqueter le Niger tout entier des zones formellement déconseillées. La Commission nationale des droits humains, CNDH, recommande au gouvernement d'exiger du gouvernement français de reconsidérer cette classification émotionnelle préjudiciable pour le Niger et son peuple. Si réellement le Niger est un pays dangereux, pourquoi il ne rapatrie pas les ressortissants et pourquoi les sociétés françaises n'ont pas pris les bagages? Donc, il est anguille sous roche. La France doit sa liberté grâce aux tirailleurs africains, parmi lesquels figurent les Nigériens. La France doit également sa position dans le monde grâce aux matières premières africaines, dont l'uranium, qui permet à de nombreux Français de ne pas rester dans l'obscurité. Alors, entre la France et le Niger, qui exploite l'autre? Justement, par rapport à la classification du Niger en zone rouge par la France, vous suivrez en partie magazine de ce journal l'analyse du politologue Dr Souley Aji. Autre aspect de cette édition, les étudiants de l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication IFTIC en stage dans les différents organes de presse sont sommés de porter leur tenue de l'école. La décision a été prise par l'administration et pour certaines raisons, mais beaucoup d'étudiants n'approuvent pas cette décision, comme vous allez le voir dans ce reportage signé Mboyko Félicité et Sadou Doumi. Désormais, tous les étudiants de l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication IFTIC vont porter la tenue d'école à leur lieu de stage. Cette décision a été prise afin de permettre aux stagiaires de s'habiller décemment, comme l'explique le directeur des études. À tous nos étudiants, qu'ils se mettent en tête qu'ils sont doublement ambassadeurs. Ambassadeurs d'abord de cette école qui les a formés, qui leur a appris un comportement professionnel, et ils sont aussi ambassadeurs de leurs parents, de leurs familles respectives. Mécontents de la décision prise par les responsables administratifs, les stagiaires de l'Institut de formation aux techniques de l'information et de la communication IFTIC réagissent face à cela. Je n'approuve pas du tout le port de la tenue sur les lieux de stage. Parce que les tenues, on les porte quand on est à l'école, donc on ne peut pas nous exiger de porter les tenues également sur le lieu de stage. C'est comme si on ne venait pas en stage, c'est comme si on était tout le temps à l'école. Je pense que c'est une très mauvaise idée de nous exiger ça. On peut porter nos badges pour nous identifier, pour dire qu'on est des stagiaires et qu'on est de l'école, donc on peut porter nos badges pour dire que voilà, on est de l'IFTIC. Les badges aussi, ça permet d'identifier la personne. Cette obligation ne semble pas choquer que les étudiants, mais aussi les encadreurs de différents organes. Pour une question, je pense, d'élégance aussi, l'IFTIC devait donner la liberté un peu aux étudiants de s'habiller de façon convenable, de façon décente. Peut-être s'imposer un style vestimentaire décent. Visiblement, cette décision n'est pas la bienvenue. Alors, pourquoi ne pas rectifier le tir? Comme le dit un adage, il n'est jamais tard pour bien faire. Je l'ai annoncé tout à l'heure, la classification du Niger en zone rouge par la France à la suite de l'attaque terroriste de Kouré où 8 personnes ont été tuées, 2 Nigériens et 6 Français. Cette classification suscite des vives réactions au sein du pays.
Ce qui a suscité aussi cette analyse du politologue Dr Souley Aji que je vous propose de suivre. Très bonne réception. D'abord, en tant que citoyen, je condamne cet acte barbare qui a été commis à l'endroit de nos hôtes français. C'est un acte qui invite à l'indignation. Il faut s'indigner fortement que notre pays devienne un pays aussi sanglant, de la faute de quelques égarés. Peut-être on ne sait pas s'ils sont nigériens ou s'ils sont étrangers, mais en tout cas, c'est un acte qu'il faut condamner fortement. Pour le vu de l'analyse, on peut dire que c'est d'abord une question de politique intérieure. Par rapport à cet acte, le gouvernement français ne peut pas rester inerte, les bras croisés. Il doit montrer donc aux Français que la France, le gouvernement français, est toujours à côté donc de ses ressortissants, où qu'ils soient. Donc prêt à punir, prêt à sévir, de montrer effectivement que le gouvernement n'est pas tout à fait impuissant face à ces ressortissants dans le monde. Donc ils seront en sécurité où qu'ils soient. Et donc pour cela, on dit voilà, nous allons poursuivre les terroristes qui ont tué nos compatriotes. C'est un acte fort. Mais surtout, on va aussi déclarer zone rouge, le pays, donc le lieu du crime, là où cela s'est passé. Donc c'est un acte fort que les Français vont voir, que le gouvernement a vraiment pris des mesures très fortes pour pouvoir répondre à un acte aussi grave. Donc ça, c'est une raison intérieure. Et également, cette raison a été menée parce que aussi, ce n'est pas dans n'importe quel pays que la France pourrait avoir une telle attitude. La France, c'est quand même à quel pays elle a affaire. C'est le Niger, c'est le lieu du crime. Le Niger, c'est quoi? C'est une nation qui n'a pas encore trouvé son autonomie par rapport à la métropole française, à la France. Donc, un pays qui peut être sanctionné sans représailles quelconque, qui n'a pas de moyens de représailles fortes pour pouvoir inquiéter la France. Parce que la France ne peut pas le faire aux États-Unis, ne peut pas le faire à d'autres pays, à grande puissance, où il y a des Français qui seraient tués, notamment. Donc ça montre bien que nous sommes un pays qui est hyper dépendant, dont le président même peut être convoqué à Pau pour une réunion par le président français. Donc un pays qui n'est pas souverain en tant que tel. Donc ce pays-là, bien entendu, on peut décider de lui infliger toutes les sanctions possibles, y compris donc de salir donc son image en le classant comme un pays dangereux, un pays qu'il faut donc éviter forcément. Donc cela montre bien que nous sommes donc aussi victimes d'une politique intérieure, donc d'une politique qui n'est pas souveraine par rapport à d'autres pays, notamment à la France, et qui donc accepte quelque part à ce que des présidents des pays étrangers imposent leur diktat donc à notre pays. Ça c'est très important de le souligner, parce que ça montre bien que si c'était ailleurs, vous voyez bien qu'il y aurait des présidents qui auraient tapé le poing sur la table, qui auraient réagi. Quand je prends rien qu'au Niger, si c'était le président Tanja, vous voyez bien qu'il allait réagir. Prenez bien actuellement le président Déby ou Ouattara, qui encore. Or nous sommes un pays qui effectivement encaisse à tout bout de champ sans pouvoir répondre. Cela est très important. Ensuite, il faut souligner que la France, vraiment, doit aussi montrer au Niger, aux pays du Sahel, que c'est elle qui est la chef, que c'est elle qui commande, que c'est elle qui décide. Que donc les politiques locales, nationales, locales ou sahéliennes qui sont menées ne le sont que parce que la France a voulu, parce qu'elle a des bases militaires dans notre sol, dans la sous-région, qu'elle a des institutions. Donc elle est effectivement, forcément, toujours celle qui encore continue de régenter donc, nos politiques et donc nos chefs d'État en tant que tels. Donc cela montre bien que nous sommes un pays qui est forcément à la merci, donc toujours de la métropole, de la seule métropole, pour ainsi dire. Ensuite, il faut voir que la France n'a pas hésité de le faire, parce qu'elle a quand même mesuré les conséquences. Les conséquences sont graves. Les conséquences, c'est notamment l'arrêt ou la suspension de l'aide ou du soutien, des appuis menés par les zones des associations, des projets, des programmes, donc à l'endroit des populations nigériennes, qui vont pouvoir souffrir parce qu'il n'y aura pas de soutien en matière de santé, d'éducation, d'alimentation et autres, qui sont effectivement des ressources assez fortes qui aident les populations à survivre en tant que tel, parce que le gouvernement n'est pas en mesure de pouvoir tout seul prendre en charge, n'est-ce pas, donc la vie de ces populations locales-là.
Donc ça, c'est une conséquence très forte qui va pouvoir impacter donc, notre population en tant que telle. Et évidemment, une seconde conséquence serait la suspension ou l'arrêt donc de la direction Niger, si vous voulez, donc de la direction Niger, par les touristes, notamment les touristes vont pouvoir éviter autant que possible notre pays, parce qu'effectivement c'est un pays où ils risquent d'être tués, où leur vie serait en danger. Donc évidemment, ça aussi c'est une question qui va pouvoir impacter l'économie nationale, parce qu'on a quand même des zones touristiques très fortes, donc Kouré, qui désormais est banni, qui sera banni en tant que tel. Et donc cela montre bien que l'économie touristique notamment, donc la vie de population locale à ce niveau-là, et donc le chômage massif donc des jeunes ou des guides touristiques, tout cela va pouvoir s'amplifier en tant que tel. Donc c'est une conséquence là aussi très forte qu'il ne faut pas négliger. Évidemment, point de vue interne, là aussi, nous voyons l'échec, quelque part, d'une politique de défense et de sécurité menée par le président Issoufou depuis quelques années. Un pays dont il a pensé et qui serait le tombeau des djihadistes de Boko Haram. Aujourd'hui, on voit que 5 ans après, le Niger est toujours une zone où les terroristes peuvent circuler sans difficulté, nonobstant les mesures de sécurité prises par le gouvernement, notamment la suspension ou l'arrêt des communications, l'écoute des communications des citoyens, tout cela donc n'a mené à rien. Cela montre quelque part le déficit de vision donc, du gouvernement par rapport aux djihadistes. C'est-à-dire que le gouvernement ne fait que subir l'agenda des djihadistes. C'est quand ils attaquent que le gouvernement réagit. Donc il n'a pas de propre agenda, donc de vision pour pouvoir effectivement prévoir que les exemples de certains pays qui ont connu ce genre de choses doivent nous amener à réfléchir pour pouvoir anticiper sur les actes éventuels, sur les lieux éventuels d'attaques, de crimes perpétrés par ces djihadistes-là. Le gouvernement ne fait que subir, donc il n'y a pas une politique effectivement assez assise, assez forte dans ce domaine-là. Ce qui fait que donc, le subit, effectivement, forcément, donc, les attaques des djihadistes ici ou là, ils frappent quand ils veulent, où ils veulent. Et là, bien sûr, c'est un échec total donc, du gouvernement en matière de défense et de sécurité donc, du territoire et de la population locale. Le gouvernement français, bien sûr, doit être aussi déclaré, comment dirais-je, incompétent pour pouvoir déclarer notre pays dangereux, parce qu'eux-mêmes, dans leur propre politique intérieure, récemment, on se rappelle qu'il y avait l'Angleterre qui avait classé certains pays où il y a le Covid très très fort, comme étant des ressortissants seront confinés en tant que tel une fois venus en Angleterre. La France n'a pas aimé ça, elle a réagi. Elle a dit elle aussi, elle va donc appliquer le principe donc, de réciprocité. Donc la France, c'est que quand on touche un pays, il y aura des représailles. Mais bien entendu, dans le cas du Niger, j'ai tantôt expliqué pourquoi on n'est pas bien entendu bien armé, on n'est pas assez suffisamment autonome, souverain pour pouvoir le faire. Et bien entendu, dans ce contexte, la France va pouvoir, enfin le Niger d'abord, va pouvoir montrer notamment à la France que ce n'est pas comme ça. Il a commencé à le montrer, mais de manière indirecte, le gouvernement français, le gouvernement nigérien de moins, c'est-à-dire il a commencé à, vous vous rappelez, il y a quelques jours, quelques points de vue des citoyens sur Télé Sahel, de l'homme de la rue. Donc le gouvernement lui-même ne veut pas sortir, déclarer, n'est-ce pas, condamner cet acte grave commis à l'endroit des étrangers, et des Nigériens y compris. Maintenant, il passe par les médias nationaux pour amener les citoyens à condamner, à déclarer, à s'inquiéter. Vous voyez, c'est ça qui a été fait. Donc c'est une lâcheté donc, du gouvernement qui n'a pas assumé, n'est-ce pas, cette décision de pouvoir sortir, faire une déclaration solennelle pour pouvoir dire à la France que ce n'est pas comme ça, que c'est une diffamation très forte portée sur le Niger, que les conséquences seront graves en tant que tel sur l'économie nationale. Tout cela n'a pas été dit, donc on laisse les citoyens, via Télé Sahel, donc développer leur frustration, leur rancœur contre la France. Donc on crée ainsi un sentiment anti-français, ce qui est dangereux pour le pays. C'est un pays d'accueil, une terre hospitalière, une terre qui accepte tout le monde. Depuis longtemps, on vit en paix avec les Français, les Allemands, les Américains. Donc en amenant la chaîne nationale à développer des émissions
où l'on attaque la France, où l'on s'indigne sur la suite, l'on crée forcément un sentiment de frustration, donc un sentiment anti-français, ce qui bien entendu est très grave pour un gouvernement. Donc il doit pouvoir le faire lui-même, donc de manière diplomatique, en faisant une déclaration solennelle, avec les termes choisis, et ne pas laisser les citoyens s'exprimer comme ils veulent. Donc cela aussi, donc, ça montre bien que nous ne sommes pas un gouvernement qui est assez compétent sur ce plan, qui, de par son incurie, est amené à sous-traiter, n'est-ce pas, y compris les décisions qu'il doit prendre lui-même souverainement. Et donc c'est une manière de pouvoir éviter les problèmes, de ne pas en parler. Déjà vous rappelez, le jour J, quand il y a eu l'attaque, le crime qui a tout commis contre les Français, notre chaîne nationale n'a jamais émis une seule émission pour pouvoir informer le monde entier, pour pouvoir amener les gens à s'informer. Rien. Alors qu'ailleurs, dans d'autres pays, y compris en France surtout, parfois il y avait plein de débats et autres autour de la question du terrorisme, autour de la vie des étrangers. Voilà. Donc tout cela, ça montre bien vraiment une défaillance du gouvernement. Donc c'est plutôt cette politique, n'est-ce pas, de défense et de sécurité qui n'est pas bien assise, qui est défaillante. C'est cela qui, quelque part, doit être mis en exergue, parce que c'est cela qui amène toutes ces conséquences-là. C'est surtout avec, vous rappelez, le déficit du budget de la défense qui a été imputé par certains délinquants économiques ou financiers, et surtout aussi les dénonciations des acteurs civiques par rapport à cette politique de défense et de sécurité déficiente, qui maintenant sont en prison. Donc vous voyez bien, il y a tout un tas de problèmes qu'engendre cette politique de défense mal assurée par le pays. Donc je pense qu'il faut revoir, c'est donc changer de fusil d'épaule pour que notre pays retienne en tout cas l'essentiel des valeurs nationales, c'est-à-dire notre un pays où on est très accueillant, on est très hospitalier, on est très ouvert, on est très pacifique. Je pense que c'est là qu'il faut que le gouvernement cherche à développer, et non pas de pouvoir chercher à distendre les rapports avec l'étranger, et surtout de chercher à protéger certains devoirs internationaux. Donc les étrangers qui sont sur notre sol, mieux que nous-mêmes, c'est quand même eux qui sont nos hôtes, donc nos rois comme on dit dans nos langues. Je pense que c'est tout cela que le gouvernement doit revoir afin que le processus de lutte contre le terrorisme puisse trouver des meilleurs rails, n'est-ce pas, qui puissent amener le pays à la paix définitive. Et pas seulement au Niger, mais aussi au Sahel.